tous, je suis ravi de vous accueillir ici en direct du studio Sébastopol pour le premier numéro d'Opinion, le magazine politique de Toulouse Info. Et aujourd'hui, c'est le dernier candidat en date à s'être déclaré à la mairie de Toulouse. Bonjour, Jean-Pierre Plancade. Alors, on est ravi de vous accueillir ici. Merci de m'accueillir. Et justement, lors de l'officialisation de votre candidature, vous avez parlé d'une candidature réfléchie. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cette réflexion? Ben oui, je vais vous en parler très tranquillement. Vous savez, c'est un combat. Quand vous êtes seul, j'ai pas de parti, puisque vous avez vu que je me suis mis en congé du Parti radical, parti auquel je demeure néanmoins très attaché, bien entendu. Donc il faut réfléchir, parce que c'est un vrai combat. C'est un vrai engagement personnel. Ça fait longtemps que vous y pensez? Ça fait longtemps que j'y pense, naturellement, parce que... Mais pour se présenter tête de liste dans une ville comme Toulouse, il faut quand même que plusieurs conditions soient réunies. Voilà. La première des conditions, c'est de voir le résultat du maire sortant. La deuxième condition, c'est de voir les candidats qui sont en place, qui postulent. Voilà. Et j'ai rapidement acquis qu'au fond, on avait deux candidatures très prégnantes, celle du maire sortant, Pierre Cohen, voilà, et celle de Jean Lemoudin, qui était maire et qui veut redevenir maire, dont je rappelle assez souvent, et j'ai eu l'occasion de le dire, et je le redis assez souvent, que il est resté aux affaires dans cette ville pendant une vingtaine d'années, avec des situations de responsabilité, et puis il a eu l'honneur, pendant 4 ans, d'être maire de cette ville. Donc là, l'offre politique n'était pas suffisante? C'était un peu l'idée. Et je vais continuer, oui, s'il vous plaît. Et donc, il a... Je rappelle à cette occasion que les Toulousains lui ont préféré quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas à l'époque, qui était le maire de Ramonville, l'actuel maire. Et le maire actuel, et j'ai peur que cette situation se reproduise à nouveau. Et deuxièmement, le maire actuel, il a confisqué la parole aux Toulousains. J'ai donné plusieurs exemples, je ne vais pas y revenir, mais je peux en citer. Je pense, vous savez, à ce travail magnifique qu'avait fait une ancienne première adjointe et qui était chargée de la culture, et qui avait fait les états généraux de la culture, où tous les acteurs de la culture publique et privée avaient participé. Un rapport a été fait, il n'en est rien ressorti. Bon, depuis, elle l'a quitté, mais on voyait très bien qu'on ne boxait pas là, dans la même division, ni l'un ni l'autre. Bon, mais là, on a confisqué le travail de plusieurs centaines de personnes. Je pense au Zénith, qui a été la manifestation la plus spectaculaire, où là, il y a 1500 ou 2000 personnes, même m'a-t-on dit, qui disent « Non, monsieur le maire, on ne veut pas de ce tracé ». Et quand on conclut la réunion, c'est moi le maire, et donc c'est moi qui déciderai, évidemment, ça pose des problèmes, c'est aussi, je confisque aussi. Voilà. Donc, j'ai eu l'occasion de le dire, c'est un maire qui confisque. Et moi, mon projet politique, c'est de rendre la clé de la ville aux Toulousains. Justement, concrètement, qu'est-ce que vous avez de mieux à offrir, vous? Qu'est-ce que votre personnalité, surtout votre personnalité? Eh bien, je vais vous dire quelque chose qui a fait sourire vos confrères. Quand j'ai dit, parce que je pense que c'est vrai, même si c'est à côté, même si dans la bouche d'un homme politique, on n'a pas l'habitude d'entendre ça. J'ai dit, le mot maire a un sens caché que M. Cohen a oublié. Un anagramme. C'est un anagramme. Vous voyez, je vois que vous l'avez bien retenu. L'anagramme de maire, c'est le verbe aimer. Voilà. Et je crois que M. Cohen a oublié d'aimer les Toulousains, et je crois que les Toulousains l'ont bien compris et le ressentent. Parce que il faut, dans un combat politique, dans une démarche politique, quand je vais dire je veux proposer ça, ça ou ça, en urbanisme, dans les transports, etc., je le fais sur quoi? Sur ce que je pense, bien sûr, sur l'expérience qui est la mienne naturellement, mais aussi sur l'écoute des Toulousains. On a besoin d'écouter l'autre. Un homme politique, il faut qu'il écoute l'autre. Il manque de démocratie participative? Certainement. Ça, c'est une certitude absolue, même si elles sont organisées, puisqu'elles ne débouchent sur pas grand-chose. Mais un homme politique, il faut qu'il écoute les gens. Il faut qu'il se nourrisse de la pensée des gens. C'est son travail, c'est son premier travail. Comment voulez-vous que quelqu'un porte un vrai projet s'il est tout seul? On n'a jamais tout seul raison. On a raison avec les autres. Donc, quand je dis aimer, quand on fait de la politique, il y a toujours de l'affect. Il y a de l'affect parce qu'il y a la rencontre de l'autre. Et moi, j'y tiens beaucoup et je n'entends pas m'en séparer. Donc, ce n'était pas une boutade. Donc, c'est comme ça que vous voulez gouverner. Et c'est comme ça que je veux gouverner, c'est-à-dire à l'écoute des autres. Et je continue.
je ne vais pas gouverner pour une place. Parce qu'on m'a dit, réfléchis, je reviens sur le premier mot que vous avez utilisé. Oui, c'est réfléchi. Moi, vous savez, ça fait quand même quelques temps que je suis dans la vie politique, où j'ai exercé dans cette ville des responsabilités, dans le département des responsabilités. Je vous rappelle que que je suis toujours conseiller général, que j'ai été vice-président chargé des affaires sociales, rapporteur général du budget de ce département, que j'ai fondé la mission locale départementale pour l'insertion sociale professionnelle des jeunes. Et jeune conseiller général, mon premier dossier, ça a été de porter par le département, et ça a été adopté par le département, la téléassistance pour les personnes âgées. Ensuite, pour les Toulousains, téléassistance, ça concerne le département et les Toulousains y compris. Mais pour le département, pour la ville de Toulouse, je vous rappelle que j'ai été le président fondateur de Tisséo. Les navettes électriques, j'ai mis en place les navettes électriques, le transport à la demande pour les handicapés, le tracé de la ligne B, le prolongement de la ligne A, les premiers vélos, les bus au gaz. Donc j'ai fait beaucoup, j'ai un bon bilan à présenter. Et je regrette d'ailleurs qu'à la fin de mon mandat, qui était venu à son terme, je n'ai pas continué sur le travail, sur le projet de plan de déplacement urbain que j'avais laissé, parce qu'aujourd'hui dans Toulouse, vous auriez déjà 2 lignes de tramway et vous auriez sûrement, entre 17 et 20% de gens qui se déplaceraient en bus, ou en tramway, ou en métro. Voilà. Donc, c'est très important. Mais dans la réflexion, je me suis dit, pourquoi tu veux être candidat? Est-ce que c'est pour un poste? Non. C'est pas là. Regardez, vous lisez les journaux, écoutez les gens aujourd'hui, vous regardez dans tous les partis, c'est la lutte des places. Moi, je ne suis absolument pas dans cette démarche. Moi, j'ai rien à prouver. D'ailleurs, dans cette démarche, vous en êtes où sur la liste? Vous avez commencé à la... Ma liste est déjà à plus de 50% établie. Avec voilà. Numéro 2, Yvette Benayoun-Nakache, sûrement? Écoutez, je n'ai mis d'ordre ni de numéro à personne. Bon, elle y sera dedans, en tout cas. Je pense qu'elle sera dedans, oui, ça ne fait pas de doute. Comme Jean-Paul Bouche, qui était là l'autre jour à la conférence de presse, sera là, Pierre Requier, bon, il y aura... Bon, mais c'est qu'ils ont accepté de venir avec moi ce jour-là et on ne voulait pas non plus donner davantage d'ampleur à ça, parce que si vous voulez, je ne vais pas tous les jours, je ne m'appelle pas Madame de Fontenay, je ne fais pas tous les jours faire un casting en disant aujourd'hui j'ai Monsieur Machin, aujourd'hui j'ai Madame Durand, non. Moi, je fais... vous pensez à quelqu'un en particulier? Je pense à personne. Vous n'avez qu'à regarder et vous comprendrez de suite. Mais non, je ne fais pas ça. Ce n'est pas ma démarche. C'est pas ma démarche. Moi, mon souci, dans ma détermination, c'est que je veux apporter ma part à cette ville. C'est-à-dire que, à l'âge qui est le mien, aujourd'hui, j'ai des choses à dire. J'ai démontré des choses. Je suis un homme, moi, qui ne suis pas... Vous savez, je le dis souvent, il y a des gens dans la politique, vous avez 2 catégories d'individus. Vous avez ceux qui se nourrissent d'une chose que du conflit, de l'opposition, de l'affrontement. Ça, ce n'est pas mon moteur à moi. Mon moteur à moi, c'est le consensus. C'est là comment je peux avancer ensemble avec celui qui ne pense pas comme moi. C'est comme ça que vous avez avancé à Tisséo, d'ailleurs. C'est exact. D'ailleurs, écoutez... Je ne vais pas faire la caricature, mais quand même, parce que ça a été pour moi une école très dure, mais une grande école. Vous savez, quand vous êtes président minoritaire, parce qu'il fut un temps où j'étais président minoritaire, et vous avez d'un côté Dominique Baudis, de l'autre côté Pierre Izard, vous imaginez ce que ça veut dire. J'ai dû transpirer quelquefois, mais je le dis très honnêtement. Et voilà. Mais parfois, j'étais d'accord avec Dominique Baudis et pas d'accord avec le président du Conseil général. L'inverse, et parfois... solution plus difficile, je les avais tous les deux contre moi. Et pourtant, on a fait la ligne A, on a terminé le prolongement de la ligne A 6 mois avant son terme. Voilà. On a fait tout ce que j'ai dit tout à l'heure, les vélos. On a avancé parce que moi, je suis un homme qui essaye de rassembler. Et ma liste, ça sera une liste de rassemblement avec des gens qui ne veulent pas des places, mais qui ont envie d'œuvrer pour Toulouse. Regardez ce qui se passe autour de vous. Dans les partis là, les plus exposés, les plus prégnants. Vous voyez bien que tous les jours, on apprend qu'un ne sera pas retenu, puis il est retenu le lendemain, puis tous les jours, c'est ça. Pourquoi? Parce que c'est la lutte des places. Moi, je ne supporte plus ça. Je ne veux pas dire qu'à un moment donné dans ma vie, je n'ai pas participé à ça. Mais aujourd'hui, je veux apporter ma part. C'est pour ça que vous partez sans étiquette. C'est pour ça que je pars sans étiquette et ma liste sera une liste de large ouverture, mais avec des gens qui ont Toulouse et les Toulousains chevillés au corps. C'est la condition première.
On va quand même parler un petit peu de parti. Vous disiez tout à l'heure en congé, on a entendu virer du PRG, on a tout entendu. Vous êtes réellement en congé, c'est-à-dire que vous avez discuté avec Jean-Michel Baillet de tout ça avant de vous lancer? Franchement, est-ce que vous pensez que ça serait faire peu de crédit à l'expérience politique qui est la mienne? Donc c'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous êtes en congé. Oui. C'est-à-dire que ça veut dire que vous pourriez revenir mais écoutez, au PRG plus tard? Le PRG, écoutez-moi, le PRG, c'est un petit parti en nombre d'adhérents. Mais c'est un grand parti avec les idées qu'il soutient et qu'il développe, d'humanisme, de solidarité, de laïcité, de tolérance et de fermeté sur les valeurs républicaines, auxquelles moi aussi je suis très attaché. Donc vous savez, si au PRG on n'a pas le droit à un moment donné, sous peine d'exclusion, de ne pas penser tout à fait dans la ligne majoritaire, je pense que ça n'existe pas au PRG, en tout cas jusqu'au moment où je vous parle. J'ai vu Jean-Michel Baillet, excusez-moi, j'ai vu Jean-Michel Baillet encore mardi, on a parlé avec lui, je vous rappelle que je suis toujours membre du Rassemblement démocrate social et européen, auquel appartient Jean-Michel Baillet, Jean-Pierre Chevènement, Robert Hue, voilà, donc, et encore et d'anciens socialistes, et un nouveau qui vient d'adhérer encore, qui vient de quitter le groupe socialiste du Sénat pour venir nous rejoindre aujourd'hui. Parce que vous comprenez bien qu'il y a un malaise quand même quelque part. François Briançon, qui est le directeur de campagne de Pierre Cohen, a dit de vous sur Toulouse Info l'autre jour, vu comment il critique Pierre Cohen, forcément, je ne peux pas le classer comme un homme de gauche, il a bien précisé, dans cette élection. Est-ce que finalement, quand vous parliez de centrisme tout à l'heure, il n'a pas un petit peu raison? Écoutez, je veux, franchement, moi ce qui m'intéresse, c'est construire, bâtir cette ville. Voilà. Après, les discussions des uns, des autres, de couloirs, tout ça, je veux pas rentrer là-dedans. Non, mais c'est quand même très important parce que, par exemple, pour être à gauche, vous êtes un homme de gauche, vous étiez au PS, vous avez été au PRG. Je vais vous répondre. Ça, vous êtes quand même un homme de gauche. Ça, mais j'affirme haut et fort que je suis un homme de gauche. Et je vais vous dire, vous savez, dans ma conférence de presse, à laquelle vous m'aviez fait l'honneur de participer, j'ai dit, j'ai deux maires dans cette ville qui me servent d'exemple. Le premier, c'est Badiou, grand résistant, et qui avait une rigueur morale et intellectuelle telle qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Je vous rappelle que ce maire, par-delà tout ce qu'il a fait pour cette ville, il était en désaccord avec la politique de la SFIO de l'époque. Il a démissionné parce qu'il a adhéré. Je pense même qu'il a dû participer à la fondation, j'en suis moins sûr. En tout cas, il a démissionné pour aller au PSU. Il a quitté la SFIO, il est allé au PSU, et le jour où il a adhéré au PSU, il a dit, moi, la place de maire, je l'ai en tant que SFIO, je démissionne de maire. Ça, c'est une grande rigueur intellectuelle. Et vous verrez pourquoi je vous dis ça tout à l'heure. Et le second, c'est Pierre Baudis, parce que Pierre Baudis, je l'ai vécu, je l'ai fréquenté, même si je n'avais pas ces idées politiques au sens, mais vous savez, j'avais quelques années de moins. Donc, vous savez, quand on est beaucoup plus jeune, on a la conviction peut-être davantage affirmée, mais c'est normal. Mais je reconnais aujourd'hui que Pierre Baudis, c'est lui qui a jeté les bases d'une vraie politique sociale à Toulouse. Et je reviens sur mon adhésion, ma rigueur intellectuelle. C'est que quand le Parti socialiste m'a dit on ne te retient pas pour être sur la liste sénatoriale, d'ailleurs sans aucune explication. Bon. Alors évidemment, j'ai dit je fais ma liste, parce que c'était une vraie injustice. Mais quand j'ai fait ma liste, comment s'appelait ma liste? Ça s'appelait Jean-Pierre Plancade, libre, démocrate, virgule, et toujours de gauche. C'était un trait d'humour, mais quand même, toujours de gauche. Je ne voulais pas qu'on me dise, mais les grands électeurs qui ont voté massivement pour moi, que j'étais un homme de gauche. Je ne m'en suis jamais caché et je reste un homme de gauche. Je vais vous dire quand même quelque chose. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est être socialiste? Vous voulez que je vous en parle? Je vais vous en rapidement. Je vais vous en parler. Non. Rapidement et pas rapidement. Parce que c'est ça va être aussi une des conditions de la participation électorale aux prochaines municipales. Quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui à la tête de ce pays, vous voulez que je vous parle de la taxe là sur les PLE, sur les plans d'épargne? Voilà, aujourd'hui, on est ailleurs. Les socialistes, aujourd'hui, ne s'occupent que des socialistes d'en haut. Moi, je veux m'occuper des socialistes d'en bas. Vous comprenez? Voilà. Et aujourd'hui, ce qu'on nous propose aujourd'hui, ce socialisme-là, je le récuse, et je le récuse fortement. C'est pas ça, la gauche. La gauche, c'est partager. C'est soutenir les plus pauvres, sans non plus asphyxier les plus riches. Parce qu'il vaut mieux qu'il y ait de la richesse dans ce pays pour pouvoir la partager.
Voilà. Et ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays, je le récuse totalement. Mais ici, regardez à Toulouse, on est dans le même créneau. Je vois ce spectacle qui est affligeant. Mais à droite, regardez l'UMP. Copé, Fillon, on n'arrête pas. Là, depuis 1 an, on n'entend plus parler que de ça. Et donc, aujourd'hui, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Les gens, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils sont dégoûtés. Parce que... Et ils sont dégoûtés j'ai dit, mais on ne peut plus se réfugier, on ne peut plus faire confiance en personne. Quand ils ont voté François Hollande, j'ai voté François Hollande, bien entendu, comme j'ai voté Pierre Cohen il y a 6 ans. Voilà. Il y a un espoir qui est né. Même chez les gens qui n'ont pas voté François Hollande. Qui est déçu? Oui, et ils sont déçus. Les gens sont déçus. Vous aussi? Mais bien sûr que moi aussi je suis déçu. Là, maintenant, on a les retraites, là, sur le tapis. Il faut régler le problème des retraites. Ce gouvernement fait les choses qu'à moitié. Il ne va pas assez loin. Parce qu'il faudra le remettre sur le tapis d'ici 3-4 ans. Moi, j'ai été l'auteur d'un rapport sur les retraites il y a une dizaine d'années. Il est encore vrai. Il est encore vrai. Il reste d'actualité. Personne. On a fait des préconisations. Mon rapport a été adopté par la commission. Tout. Ça ne fait rien. Mais il n'y a pas que moi qui ai écrit là-dessus. Il y a des gens beaucoup plus savants que moi. Mais, voilà, on n'écoute pas. Voilà, c'est pas ça. Aujourd'hui, il faut faire attention. Il faut que les hommes politiques de droite et de gauche changent un peu de logiciel. Sauf que, voilà. Et dans une crise, on traverse une crise. Il ne faut pas être dans l'opposition. Dans une crise, on rassemble les gens. Et c'est ce que vous voulez faire? Et moi, c'est ce que je veux faire, ici à Toulouse. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va nous permettre de rassembler les intelligences, de rassembler toutes les bonnes volontés, c'est ça qui va nous permettre de sortir de cette crise. Même si c'est difficile, même si on ne pourra pas faire tout ce qu'on a dit. Mais on va tirer tous ensemble dans le même sens. Voilà, moi c'est comme ça que je vois la vie publique aujourd'hui. Après, chacun on a nos convictions profondes, mais franchement, vous savez, à droite comme à gauche, qu'est-ce qu'on veut? Le bonheur des gens, le bonheur de nos concitoyens. Il faut reparler du bonheur. Il faut remettre l'homme au centre de la vie municipale, de la vie collective. Il faut le remettre, parce que c'est lui qui nous intéresse. C'est le capital humain. Regardez, je peux vous parler du Mirail, de Bellefontaine, de Papus, Rainerie, Isard. Bon, on a démoli, on a dit c'est l'urbanisme. Oui, oui. Mais ce qui compte le plus, est-ce qu'on s'est occupé du capital humain qui était dans ces quartiers? Non, pas du tout. Il faut revenir à la base. Il ne peut pas y avoir, si vous voulez, il faut qu'on remette l'homme, l'individu, au centre de nos préoccupations politiques. C'est ça mon cheminement, c'est ça ma pensée. Et pour ça que, quand vous avez parlé tout à l'heure de démocratie participative, c'est aussi une façon de respecter nos concitoyens. Ça passe par des actes très concrets et de les écouter, et puis pas de leur dire non, c'est moi le maire, c'est moi qui décide. Non. C'est pas ça la vie politique, la vie publique, le respect de l'autre. Quand on vous écoute, on vous sent presque plus proche de Jean-Luc Moudin que de Pierre Cohen. Non, non. Parce que vous avez travaillé avec Jean-Luc Moudin. J'ai travaillé avec Jean-Luc Moudin. On a parfois été d'accord, parfois on a eu des désaccords, assez lourds même, voilà. Bon, mais je dois dire aussi qu'avec Jean-Luc Moudin, sur les transports, quand on a eu une opération très difficile qui consistait à faire une délégation de service public. Bon. Et moi, j'étais seul à défendre l'idée qu'il fallait attribuer ce marché à une société. Voilà. Et qui proposait une économie de 15 millions d'euros. 15 millions d'euros. Qui proposait pour Toulouse une économie de 15 millions d'euros. J'ai été battu sur ce dossier, par 11 voix contre 10. Le Conseil général a voté contre moi, alors que moi-même, je représente le Conseil, mais je dois dire que la ville de Toulouse, y compris Jean-Luc Moudin, ont voté avec moi. Ils m'ont soutenu parce que c'était le bon sens qui parlait. Parce que moi, je ne supporte plus l'idéologie. Je ne supporte plus les gens qui sont enfermés dans des carcans idéologiques. Ça, c'est le cancer de la vie politique. Je sais que vous n'aimez pas les petites phrases, mais malgré tout, je vais vous en donner une petite. Et d'ailleurs, c'est même pas une petite phrase, c'est une analyse de nos confrères de La Voix du Midi. Vous avez dû forcément la lire. Et je pensais qu'il était bien quand même de vous faire répondre à ça, que finalement, vous seriez un envoyé de Jean-Luc Moudin pour faire perdre Pierre Cohen et pour avoir un coup de billard à 3 bandes. Quoi. Voilà, comment vous pourrez répondre à ce genre d'article? Parce que vous en aurez d'autres, vous le savez bien. Mais écoutez-moi, je vais vous dire. J'ai passé l'âge de ça.
La Voix des Midi est un journal très sérieux, très bon journal. Voilà. Bon, après, c'est des propos de journaliste. Je laisse ces propos au journaliste qui l'a écrit. Moi, j'ai passé l'âge de quelque chose. Ça rejoint un peu ça. Quand j'étais jeune, on me disait toujours l'intérêt supérieur du parti. Vous voyez ? Et l'intérêt supérieur du parti, ça a conduit des millions de gens au goulag. D'accord ? Ça conduit à l'autocensure. Et là, aujourd'hui, c'est l'intérêt supérieur de la gauche. Non. Le seul intérêt supérieur qui me commande, c'est l'intérêt des Toulousains. Il n'y a que ça qui guide mon action. Il n'y a que ça aujourd'hui qui guide ma pensée et qui guide ma raison et mon cœur. Parce que je dis la raison et le cœur. Ce sont les Toulousains. Voilà. Et j'ai dit, vous le voyez bien tous les jours, vous qui êtes un observateur avisé de la vie politique, puisque c'est votre job. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, c'est la lutte des places. Vous le voyez. Bon. Et moi, j'ai dit, Moudenc et Cohen, ils aiment le Capitole, et moi, j'aime les Toulousains. Et cette différence, c'est pas qu'un mot, c'est pas qu'une formule, même si elle porte, parce que tout le monde se rend bien compte que c'est ça. Les formules, vous utilisez beaucoup, vous aimez bien ça ? Mais parce qu'elles parlent. Parce qu'elles parlent. Ça vaut plus qu'un discours. Vous voyez, au Sénat, je m'habitue, on a un temps de parole réparti par groupe politique. Alors parfois, j'ai 13 minutes pour parler, je suis seul à parler. Parce que sur un sujet, c'est moi qui le connais mieux que les autres. Et tout le monde me dit, bon, les Jean-Pierre, dans mon groupe, donc Jean-Pierre, c'est toi qui le fais. Vous voyez, bon. Et quand j'ai 13-14 minutes de temps de parole, je m'applique à le diviser par 2. J'essaye de me contraindre à dire l'essentiel de ce que j'ai à dire en 7 minutes. Vous voyez, pourquoi ? Parce que vous n'apprenez pas aux gens ce qu'ils savent déjà. Il faut mettre en avant ce qui nous sépare et les points forts d'un projet. On n'a pas besoin de 10 pages. Je vous donne cet exemple parce que ça va vous parler. Vous savez, quand vous dites oui à quelqu'un, avec 3 lignes, Madame, Monsieur, j'ai le plaisir de vous informer que votre demande a été agréée. Mais quand vous lui dites non, vous lui mettez sur une page et demie pour lui expliquer pourquoi vous dites non. Voilà, et bien là c'est pareil. On va passer à une deuxième partie de cette émission qui fait moins plaisir, celle-là. Je sais pas. Là, si, c'est une partie où on quitte un peu le sourire. Juste, voilà, j'ai 2 questions qui font pas forcément plaisir. La première, on parlait du Sénat. J'ai regardé un petit peu les chiffres et vous avez été présent 18 semaines sur la dernière année. Oui. Pourquoi ? Oui, parce que, bon, vous m'obligez à dire quelque chose qui m'est très personnel, c'est parce que j'ai eu des soucis de santé, bon, maintenant qui sont levés, mais pendant un an, effectivement, j'ai eu quelques inquiétudes, voilà. Alors, je je suis obligé de rabattre ça aussi, parce que si je vous accuse de quelque chose, je dois aussi donner d'autres chiffres. Vous avez quand même signé 654 amendements, 3 rapports, une loi, 22 questions écrites, ce qui vous place là, pour le coup, dans les plus actifs. Parce que si vous voulez, ça, on peut le faire par Internet. On peut répondre, je signe les amendements, il y a l'intranet. Donc je signe les amendements, je les regarde. Bon, et puis quand même, j'ai été présent aussi un petit peu, mais j'ai eu quelques soucis de santé que je ne tiens pas à exposer ici devant la caméra. Bien sûr. Ça m'est très personnel. Mais je vous rassure, je suis maintenant... en pleine forme pour cette campagne. En pleine forme pour cette campagne. En pleine forme pour cette campagne. La deuxième question, c'est pourquoi avoir voté pour que les sénateurs gardent la possibilité de cumuler ? Oui, je vais vous le dire. Voilà. Sauf que vous me posez une question et pas là. Je vous fais une double réponse. D'abord, je pense qu'un sénateur, c'est quelqu'un qui représente les collectivités locales. Voilà. Donc, il est quand même normal qu'à un moment donné, il soit sans responsabilité, moins conseiller municipal ou conseiller général ou conseiller régional, qu'il ait au moins un mandat local pour rester ancré dans cette vie locale. Mais ce que vous ne dites pas, et je suis étonné que ça vous ait échappé, c'est que je suis pour un cumul modéré. Modéré, attention, hein. C'est-à-dire que rester conseiller municipal, conseiller général, pas adjoint au maire ou président de tel ou tel organisme. Mais par contre, je suis contre le cumul des indemnités. Donc j'ai signé une PPL, si vous cherchez, vous allez voir, j'ai signé une PPL où j'ai dit qu'il fallait, quand on avait plusieurs mandats, on pouvait prendre l'indemnité la plus intéressante, peu importe, mais on n'en avait qu'une. Voilà. Donc c'est un panachage des deux. C'était très personnel ou c'était aussi une consigne de parti ? Parce que Jean-Michel Baillet est quand même, selon l'Express, le 3e cumulard de France. Quand on a lui comme patron, on ne peut pas peut-être se permettre de voter contre. Écoutez, franchement, c'est pas Jean-Michel Baillet qui a proposé cette initiative parlementaire, c'est Jacques Mézard, qui est le président de mon groupe, qui ne peut pas être soupçonné de gros cumulard, alors pour la circonstance. Vous non plus. Non, mais moi non plus. Voilà.
voilà, moi je suis conseiller général de base, donc voilà. Bon. Donc, mais peu importe. N'empêche que vous voyez, par exemple, je vous donne un exemple très précis. Quand un député devenu toulousain, là il y a à peine 2 ans, qu'on ne connaissait pas à Toulouse, qui a été élu dans une situation un peu particulière, il a déposé un amendement. Voilà, un soir, tardivement, à l'Assemblée nationale, il a déposé un amendement qui était mortel pour 2 structures de la Haute-Garonne, le Sicoval et sûrement la communauté d'agglomération du Meurthe. Voilà, c'est-à-dire que cet amendement... On peut avoir un nom peut-être pour les Toulousains, ça serait plus facile. Écoutez, un député qui n'est pas toulousain, qui de Paris s'est fait élire à Toulouse, il est vite identifié. Oui, bon, Monsieur Borgel, vous ne voulez pas le dire? Voilà, je le dis. Puisque vous l'avez dit. Voilà. Donc, qui était criminel. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a une loi qui fait que quand on a adhéré à un établissement public, on ne peut en sortir qu'avec l'accord de tout le monde. Voilà. Et bien là, ça lui permettait de s'en sortir sur le seul vote de cette commune. Tout ça pourquoi? Il était au service de Pierre Cohen, qui, une fois de plus, montre sa volonté d'hégémonie et d'autoritarisme, parce que c'est ça. Voilà. Eh bien, si moi, je n'avais pas vu ça, je n'ai pas été le seul d'ailleurs, je le reconnais, mais on a été plusieurs sénateurs à réagir, et on a fait enlever cet amendement. Ensuite... quand même, il reste encore un peu de bon sens chez quelques socialistes qui ont demandé à ce monsieur de retirer cet amendement. Donc maintenant, le président du Conseil général, vendredi dernier, m'a assuré, puisque, vous savez, moi j'ai pu m'en occuper au Sénat et le faire sortir, faire battre cet amendement, mais ensuite il va à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, ce sont les députés. C'est plus votre... Et donc, quand j'ai condamné ça publiquement au dernier Conseil général, et Pierre Izard m'a dit, je vous rassure, il a été retiré. Je dis, je peux que m'en réjouir. Voilà. Donc, vous voyez que ça sert. Parce que si vous n'êtes pas sénateur, si vous n'avez pas ce mandat, il faut appeler quelqu'un qui ne connaît pas le sujet, qui ne connaît pas le problème, et on va lui dire, alors il faut l'expliquer, il faut argumenter. Voilà. Donc, je pense que ça sert. Il ne faut pas... Ça ne peut pas devenir un objectif ni une fin en soi. C'est pour ça que je dis, il faut... limiter le cumul des mandats. Si vous êtes élu maire de Toulouse, vous démissionnerez du Sénat? Non, je ne vais pas démissionner du Sénat. J'attendrai que mon mandat arrive à terme. Il arrivera à terme 5 mois après. Rapidement, oui. Voilà. Mais je pourrais... Vous ne vous représenterez pas au Sénat? Écoutez, on ne peut pas tenir 3 discours. Moi, je veux me consacrer aux Toulousains. Je veux me consacrer qu'aux Toulousains. Je veux leur dire qu'ils auront un maire qui sera à leur écoute. Voilà. Et d'ailleurs, vous allez voir les propositions que je serai amené à faire et vous verrez que ça sera... Voilà. Donc, je ne peux pas partir à Paris tous les jours, toutes les semaines. Voilà, ça, il faut être logique avec ça. Et puis, il y aura un tel travail à faire ici que ça sera un travail permanent de tous les jours. Et en cas de défaite, le Sénat, ça vous intéresse quand même? Non, mais on peut en parler quand même. Oui, on peut en parler. D'abord, je vais être élu. Voilà. Bon. Et donc, pour le moment, je n'envisage pas de me renouveler au Sénat parce que je crois que je suis persuadé que je serai maire de Toulouse. Parce que le bon sens va triompher. Ils ne veulent... moi, j'écoute les Toulousains. Ils en ont du bipartisme qui n'arrête pas de s'affronter depuis 5-6 ans. Et je ne voudrais pas que tous ces gens-là partent au Front National. Je préfère qu'ils viennent chez moi et qu'ils viennent voter, plutôt que de rester à la maison. Voilà. Vous ne voulez pas faire de politique fiction alors? Si vous n'étiez pas élu. Je ne veux pas faire de politique fiction. Je ne veux pas faire de politique politicienne non plus. Je le laisse aux autres. Hier, il y a un de vos confrères qui m'a dit, je vais vous poser une question politique. Ça faisait 10 minutes que je parlais de politique. Je lui ai dit, mais monsieur, je dis là, on fait de la politique. Et je lui ai dit, vous voulez dire que vous allez me poser une question politique politicienne. Politicienne. Et il me dit oui. Alors je dis, la question de politique politicienne, vous la posez à M. Cohen ou à M. Moudin, mais pas à moi. Vous voulez pas rentrer dans les petites phrases? Non. Bah alors ça tombe bien parce que la dernière partie, ce n'est que des petites phrases et un commentaire de petites phrases. Vous allez voir, tout va bien se passer. On passe à la dernière partie. Je suis très calme parce que je suis libre de mon expression. Exactement. Vous êtes libre de me poser des questions et je suis libre de vous répondre. On va passer à la dernière partie du coup. On va commencer avec une phrase de Pierre Cohen qui dit « Je ne veux pas éliminer les voitures du centre-ville ». Est-ce que c'est ce que vous voyez? Et est-ce que vous pensez justement que la politique des transports en commun de Pierre Cohen aujourd'hui empêche de plus en plus les voitures d'aller au centre-ville? Et est-ce que vous pensez que c'est ce qu'il faut faire? C'est ce que vous feriez? Est-ce que vous continueriez cette action? Voilà. Écoutez, là, je pense qu'il faut aujourd'hui, ce dont je suis sûr, c'est qu'on ne fait pas assez pour les déplacements à Toulouse. Voilà. Il faut que vous sachiez quand même que dans l'agglomération toulousaine, vous avez
tous les mois, pas tous les 6 mois, pas tous, non, tous les 1000 véhicules à moteur immatriculables, je ne parle pas de petites mobilettes, non, supplémentaires. Chaque mois, dans cette agglomération, il y a 1000 véhicules à moteur. Quand vous faites le solde des voitures qui quittent le département ou la région, enfin, ça arrive, voilà, c'est positif. Voilà, c'est plus 1000 tous les mois. Donc vous comprenez qu'à un moment donné, on va. Donc il faut trouver des solutions. Il faut une ville moderne, il faut qu'elle soit fluide. Mais les transports en commun ne sont pas l'ennemi de la voiture, si? Les transports en commun ne sont pas l'ennemi de la voiture. La voiture n'est pas l'ennemi des transports en commun non plus. Il faut trouver un juste équilibre. Mais quand je réduis, il faut mener 2 opérations de front. Si je réduis la circulation automobile dans la ville, il faut qu'en parallèle, j'augmente de façon significative l'offre de transport. Parce qu'il y a un grand principe dans les transports qui est basique, mais que vous allez comprendre. Le transport, c'est quelque chose de très simple. Sauf que quand on ne veut pas le faire, on vous dit que c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Et c'est vraiment très simple. Voilà, je vais vous donner un exemple. Dans la tête d'un citoyen comme moi, quand je vais à mon travail, si j'utilise le transport en commun, il faut que je sois sûr qu'il soit rapide, que je serai à l'heure, voilà, et que le soir, quand je vais rentrer, je vais pouvoir utiliser le même transport que j'ai utilisé le matin même. Si je ne suis pas assuré de pouvoir revenir par le même moyen, pas le même bus, mais le même moyen, eh bien je prends ma voiture, ou mon scooter, ou ma moto, peu importe. C'est le qualitatif qu'il faut développer ici. Bien sûr, il faut à la fois développer le qualitatif et le quantitatif. Voilà. Il faut trouver des solutions innovantes, de nouvelles solutions, voilà, et ça existe. Et surtout, il faut pas dans ce piège grotesque que ça coûte cher, que les investissements sont considérables, que la dette de Tisséo est énorme. Tout ça, c'est vrai et faux à la fois. Voilà, moi, j'aurai l'occasion de revenir dans le débat là-dessus. Aujourd'hui, une ville comme Toulouse, une agglomération comme Toulouse, il faut qu'elle consacre une part importante de son budget d'investissement pour fluidifier la circulation. Il faut que les gens qui aillent travailler puissent arriver calmement à leur travail, sans s'être énervés. Quand la mère de famille ou le père de famille part le matin, qui va déposer à la crèche s'il trouve une place parce qu'il en manque beaucoup, d'accord, ou chez la nounou, voyez, il ne faut pas qu'ils perdent beaucoup de temps dans les embouteillages. C'est catastrophique, puis parce que tout le monde s'énerve, et que quand on arrive au travail, on arrive déjà stressé. Et quand on rentre chez soi, qu'il faut faire le chemin inverse, il faut pouvoir arriver tranquillement. Vous savez, là, en 15 ou 20 ans, le temps de transport s'est allongé pratiquement de 30 minutes. Un grand contournement, vous seriez pour? C'est encore un autre problème. Le grand contournement, on ne peut pas faire un contournement à la proximité de Toulouse, vous le comprenez. Il y a l'Union, tout. Oui, il faut être... c'est du bâti. Il faut être beaucoup plus large. Ouais, il faut être plus large. Moi, je pense que si on adopte un système de transport innovant, rapide, plus rapide que le train. Ça veut dire quoi, innovant? Qu'est-ce que vous avez en tête Le moment venu, je vous expliquerai ce que j'ai en tête. Le tram-train, par exemple, ce genre de choses? Il faut qu'on fasse un transport innovant, voilà, rapide, puissant, et qui amène tous les gens aux stations de métro. Il faut achever de cadencer la ligne, voyez, Muret, Portet, Toulouse, Saint-Jory, l'Espinasse, voilà, Montastruc, Saint-Jean, l'Union, voilà, Villefranche-de-Lauragais, la Beige. Ça, il faut cadencer. Il faut donc il faut pas qu'on... Aujourd'hui, on ne peut plus travailler. Ah, ça, c'est l'affaire de la région, je ne m'en mêle pas. Ah, ça, c'est l'affaire du département. Non. Dans les déplacements, il faut une action concertée des 3 collectivités locales. Ce qui a été dramatique, voilà, un conflit, mon cher, ce qui a été dramatique pour le syndicat des transports, c'est le retrait du Conseil général. Retrait légitime du Conseil général, vous savez, le fameux amendement Paillet. Hein, c'est pas, ça a été dramatique, parce que quand je fais l'amendement Paillet, il faut que j'en assume la conséquence financière. Et je comprends qu'une métropole soit présidente et pas un syndicat, un conseil général qui n'a pas la compétence. Je l'entends. Mais à ce moment-là, la part qu'apporte le conseil général, il faut que... Moi, je vais être le patron, je paye. C'est ce que n'a pas fait la mairie. C'est ce que n'a pas fait Jean-Luc Moudin. Et ça, voilà. Donc, c'est pour ça que tout ça, je le connais par cœur. Et donc, aujourd'hui, il faut travailler ensemble, la région, le conseil général, la métropole et la ville de Toulouse. Et la ville de Toulouse, parce que je vous rappelle quand même que
ce qui fait battre la métropole, c'est le cœur des Toulousains. C'est personne d'autre. On va rester dans les transports. Jean-Luc Moudenc a déclaré « Le gouvernement maquille le retard de la LGV en bonne nouvelle ». Est-ce que vous pensez que cette LGV a pris trop de retard? Bien sûr que c'est... Mais écoutez quand même. C'est une bonne nouvelle, l'annonce de Frédéric Cuvillier? Écoutez, faute de grive, hein, vous connaissez l'adage. Bon, écoutez, on fait de la grande vitesse pour traverser les Pyrénées et Lyon-Turin. Il y a plus de fret. Vous voyez, entre l'Espagne et Toulouse, on ne le fait pas. Donc, retard là aussi. Et cette LGV, quand vous pensez qu'aujourd'hui, les collectivités locales, c'est la seule ligne à grande vitesse qui va être financée par les collectivités locales, les deux régions. Hier, au Conseil général, on a été obligé de voter pour des études pour financer toute la partie Tours-Bordeaux. Tours-Bordeaux, ouais. Vous voyez Donc, mais où ça s'est vu, ça? Il n'y a que dans ce pays qu'on voit ça. Donc là, on a un retard considérable. Mais attention. C'est pour ça que c'est un tout. Si vous mettez 3h15 pour faire Toulouse, Paris, Toulouse, je vous rappelle que ce ne sera pas Paris-Toulouse, ce sera Paris-Bordeaux, oui, Bordeaux, Toulouse. Vous voyez, quand je serai à Bordeaux, c'est plus facile de m'arrêter. Paris-Bordeaux, Toulouse. Et si vous mettez à Toulouse 2 heures pour aller de la gare Matabio au rendez-vous où vous devez vous rendre, vous comprenez qu'à un moment donné, tout le monde va perdre. Oui, c'est un tout. Voilà, donc c'est un tout. On va passer à Antoine Maurice. C'est très bien, ça a été concis, c'est parfait. On va passer à Antoine Maurice de l'entre-deux-tours, lui. On n'a pas pu trop en parler tout à l'heure. Il dit « Notre objectif est de construire une majorité de gauche écologiste ». Est-ce que vous y pensez à l'entre-deux-tours? Et est-ce que vous vous dites, à l'entre-deux-tours, forcément, je suis un homme de gauche, on en a parlé tout à l'heure, c'est forcément derrière Pierre Cohen que je me rangerai? Écoutez. Ou est-ce que vous resterez libre jusqu'au bout? Je serai libre jusqu'au bout. Voilà, parce que je suis un homme libre. Et je l'ai payé, je vous rappelle que je l'ai payé durement, mais victorieusement. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai fait un parallèle, je ne sais pas si vous en souvenez, j'ai fait un parallèle ce jour-là. J'ai dit, vous savez, quand on a dit que quand tout le monde a dit Jean-Pierre Blanquer n'a pas été retenu par le Parti Socialiste. Pour les sénatoriales, je le rappelle. Oui, excusez-moi, pour les sénatoriales, parce que moi c'est tellement acquis dans ma tête que mais vous avez raison. Pour les dernières je m'en excuse pour les téléspectateurs, et bon voilà. Et donc, on m'a dit, il n'aura pas le courage de se présenter. C'est compliqué, c'est difficile, ce département est très à gauche, on ne sait même pas sur un sénateur de droite, pour faire simple, voilà. Et il ne se présentera pas. Et je me suis présenté. Bon, je vous rappelle que pour les municipales, vous avez entendu ce même discours depuis 6 mois. Voilà. Deuxième temps de l'opération, ils ont dit, il se présente d'accord, mais il ne pourra pas faire sa liste, parce que c'est compliqué de faire, ce qui est vrai, c'est compliqué de faire une liste. Et là, je n'avais que 7 personnes à trouver. Mais il fallait les trouver, parce que si vous voulez, vous vous heurtez à la puissance du Conseil général qui est dominé par le Parti Socialiste. Bon, et j'ai fait ma liste. Il a fait ça. Il va être battu à plat de couture. S'il est élu, ça sera un miracle. Eh bien, écoutez, on va considérer que le miracle s'est produit, puisque j'ai pas été élu avec 3 voix d'avance. J'ai été largement élu. Donc vous connaissez la recette, quoi. C'est ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que j'ai l'habitude. J'ai l'habitude, voilà. On va passer à la dernière phrase. Je vais être obligé d'en sauter 2 parce que le temps, on est pris par... une phrase de Christine de Vérac qui parlait des suppressions de postes chez Alcatel-Lucent. Et elle dit « Le fait que l'on délocalise ces emplois est la preuve de perte de compétitivité de ce territoire ». Est-ce que vous pensez justement que Toulouse est en train de baisser? Et même, je vais rajouter une accusation entre guillemets de Jean-Luc Moudenc qui dit que depuis qu'il y a Pierre Cohen, cette ville est en train de se renfermer sur elle-même. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous voyez, vous? Alcatel-Lucent, je pense que c'est Monique Iborra qui en a le mieux parlé. C'est une erreur de stratégie, ce sont des mauvais patrons. Elle l'a très bien dit, j'ai trouvé, elle a eu une interview dans un grand journal local, voilà, et elle dit c'est pas un patron voyou, c'est des patrons qui sont trompés. Voilà, et je pense qu'elle a raison. Voilà, ça pour moi. Deuxièmement, plus globalement, cette ville se replie sur elle-même. Voilà, je vous rappelle qu'on vient de perdre l'avion électrique qui va se faire à Bordeaux. Voilà, et là. Aujourd'hui, je viens d'apprendre que la mairie, Pierre Cohen, a lancé un appel d'offres pour faire une ville numérique, puisque maintenant le mode c'est la ville intelligente, moi je l'appelle la Smart City, pour être plus branché encore, comme les jeunes disent. Voilà. Et je vous rappelle que Toulouse, on est quand même
après Paris, la première ville universitaire et la première ville où il y a le plus de chercheurs en France. Eh bien, je pense que c'est Paul Sabatier qui a obtenu le marché, c'est le centre de recherche de Grenoble. Il faut quand même se poser des questions. Vous voulez rester toulousain? Je veux Vous pas êtes rester... le Arnaud Montebourg de non, Toulouse? je ne veux pas rester toulousain, bien entendu. Quand il y a des savoir-faire qui se font ailleurs et qui ne sont pas à Toulouse, il faut les utiliser pour en profiter, pour se les accaparer et pour les mettre au service des Toulousains. Mais quand ça existe à Toulouse, Mais vous quand voulez ça que existe à Toulouse, quand ça existe à Toulouse, avec tous les chercheurs qu'il y a à l'université Paul Sabatier, heureusement que M. Montubert est de gauche, parce que sinon, qu'est-ce que ça serait? Vous voyez? Eh bien là, aujourd'hui, on me dit que c'est Grenoble. Je suis outré, qu'avec cette ville où il y a tous ces ingénieurs en informatique, toutes ces start-up qui sont prêtes à se mobiliser, parce que c'est des jeunes, ils sont prêts. On leur donne un projet, ils vont se mobiliser, et on fait un cahier des charges, au lieu de le faire faire par des spécialistes, et qui aboutit au fait qu'on va chercher Grenoble. Mais c'est quoi ça? Alors, j'ai appris ça aujourd'hui, j'étais quand même un peu étonné, pour ne pas dire scandalisé. Pour terminer cette émission, peut-être parler de votre calendrier. Là, quand est-ce qu'on va commencer à avoir quelques noms sur la liste? Le programme, c'est pour quand? Non, voilà. Tout ça va se gérer d'ici la fin de l'année, tranquillement. Parce que si vous voulez, je fais ma liste, naturellement. En même temps, je prépare un programme. Bon, mais ce programme, comme je suis l'homme du consensus déterminé, n'oubliez pas d'accoler ce mot à consensus, voilà. Qu'est-ce que je vois? Je vois qu'à un moment donné, on écrit, il y a des gens qui écrivent, j'ai des spécialistes de déplacement, j'ai des spécialistes de l'urbanisme, j'ai des spécialistes de la sécurité, parce qu'on reste dans ce cadre-là, ce qui va être le débat majeur. Les transports et la sécurité, c'est les deux pôles. Transport, sécurité, urbanisme aussi. Ouais. Urbanisme. Parce que, contrairement à il faudra revoir le plan local d'urbanisme, parce qu'aujourd'hui, moi, mon objectif, c'est lequel? C'est qu'aujourd'hui, la densification, puisqu'on parle, vous l'avez entendu, je veux densifier, je densifie, dit le maire de Toulouse. Bon. La densification, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Alors, ça peut faire des économies à la ville, mais pas aux Toulousains. Moi, ce que je veux, c'est qu'un jeune couple toulousain, on sait qu'il y a 80% des gens qui désirent accéder à la propriété. Donc, moi, je veux qu'un jeune couple de Toulousains, qui ont des petits revenus, puissent être propriétaires de leur appartement, puissent rester à Toulouse, ou propriétaires de leur maison de ville. Donc il faut développer la maison de ville, il faut développer la maison verticale, qui sont de nouveaux concepts, mais qui permettent à chacun d'avoir un bout de terre, un jardin suspendu. Pourquoi? Parce que ça, on sait faire, ça coûte moins cher, et on arrive dans des coûts qui sont entre 180 et 250 000 euros, qui sont des coûts accessibles pour 60% de la population. Moi, je veux qu'un jeune Toulousain, un jeune couple avec enfants, il n'aille pas à 30 km de Toulouse. Aujourd'hui, quelqu'un qui a un couple qui a de petits revenus, s'il veut devenir propriétaire, il faut qu'il s'éloigne minimum de 25 à 30 km. C'est pas correct. Et moi, je veux que ces Toulousains, ils restent à Toulouse. Je veux leur dire à Toulouse, vous pouvez rester chez vous parce que c'est votre ville, vous y êtes né, ou vous venez d'arriver, ou vous avez envie d'y revenir. Voilà, c'est ça que je veux. Je veux une ville pour tous et une ville avec tous. Merci beaucoup. C'est moi qui Jean-Pierre Plancade d'être venu. J'espère que vous reviendrez d'ici l'élection. En tout cas, nous vous... C'est avec plaisir que je reviendrai naturellement. Eh bien, il n'y a pas de souci. Nous, on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission. Et puis en attendant, vous pouvez retrouver cette émission-là sur le site internet toulousainfo.fr. Allez, à dans 15 jours.